prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 33e numéro de Jus de Ciné et pour le dernier Jus de Ciné de l'année 2021. Alors, normalement, cette vidéo sortira début janvier 2022, donc je vous souhaite une excellente année 2022, que tout vous réussisse, le bonheur, la santé, MDR, plus particulièrement en ce moment, et bien sûr une année évidemment remplie de cinéma. Je vous souhaite une année remplie de cinéma, évidemment. Voilà, mais il s'avère que là, à l'heure actuelle, on est le 29 décembre 2021, donc voilà. Et puis de toute façon, c'est le dernier jeu de ciné qui va traiter des films vus en 2021. Donc c'est bel et bien le dernier jeu de ciné de 2021, mais ça sort début 2022. Bon, ok, vous aurez compris. Encore une fois, je ne suis pas avec Marie. Le vice-versa est encore décalé au prochain numéro, donc qui sera le premier jeu de ciné de 2022, qui sera donc le 34e. On a encore quelques petits soucis, puis finalement niveau timing c'était pas bon, bref voilà. Sans faute, le prochain jeu de ciné sera avec Marie. Cette fois, c'est quasi sûr. On l'espère, je l'espère bien fort, je vais pas vous mentir. Voilà, le sommaire, le gros sommaire de ce dernier jus de ciné de 2021, le retour des actus, des sorties de 2021 en salle avec l'événement ou encore Madres Paralelas, des sorties de 2021 en rattrapage avec Démonique, Comment je suis devenu super-héros, The Nightingale, The Power of the Dog ou encore Affamé, et enfin des films d'avant 2021 avec Tarnation, West Side Story et The Boy. Gros programme. On passe donc sans transition aux actus. Alors les actus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, et j'ai réussi à trouver quelques trucs. Alors je pourrais parler du pass vaccinal à partir du 15 janvier dans les salles de cinéma, je pourrais parler du fait que les salles de cinéma ont failli fermer en Belgique, c'est-à-dire que en Belgique ils avaient dit fermer, ils ont dit non, et la Belgique a fait bon ok. Non, je sais, j'ai pas exactement les détails, mais bon, apparemment, ils ont réussi à négocier pour que pour l'instant ça reste ouvert. Si jamais quelqu'un du gouvernement m'écoute, on ne sait jamais, je tiens à préciser et à rappeler surtout que les salles de cinéma à ce jour ont été responsables de aucun cluster, donc ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente de fermer les salles de cinéma. Je dis ça, je dis tout. Voilà, c'était juste pour remettre les points sur les i. Du coup, pour les véritables actus entre guillemets, on peut déjà commencer à parler des Golden Globes qui ont été annoncés, enfin les nominations pardon pour les Golden Globes qui ont été annoncées. La cérémonie aura lieu le 9 janvier 2022, donc vraiment tout début de 2022. Et donc en termes de cinéma, eh bien les favoris sont The Power of the Dog, donc de Jane Campion, on en parle tout à l'heure, c'est quand même fou. Et Belfast, qui est le dernier film de Kenneth Branagh, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, dans les nommés aussi, on a Dune, notamment en meilleur film dramatique. On a des trucs comme le West Side Story de Steven Spielberg aussi. Dans les acteurs, on a du Power of the Dog, Benedict Cumberbatch, pardon, pour ne pas le nommer. On a du Annette, Marion Cotillard, qui est nommée en tant que meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. Ouais, du Dune. Meilleur réalisateur, on a Dune, donc Denis Villeneuve, on a Jane Campion, on a Steven Spielberg pour West Side Story. Je vois aussi qu'il y a pas mal de nominations pour le dernier film de Paul Thomas Anderson, qui est Licorice Pizza, qui sortira en 2022, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça se permet déjà un peu de prendre la température sur le cinéma américain de 2021. Du coup, on verra, je sais pas si je ferai des prédictions pour les Golden Globes. De toute façon, en règle générale, je l'ai fait, l'année dernière, je les avais fait sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch. Mais je sais pas si je le referai. On verra. Pas gagné. Je sais pas, ça va dépendre si j'ai vu assez de nommés ou pas, là, comme ça, à vue de nez. J'en ai vu 2 ou 3, mais il y a pas mal de films qui sont pas encore sortis en France, donc bon, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, on verra, et rien n'est sûr. Toujours pour parler des cérémonies et des récompenses, on peut parler aussi du fait que Titane de Julia Ducournau n'ira pas aux Oscars. Le film était dans la première shortlist, il me semble, quoique non. Non, c'est la France qui a dit on envoie Titane aux Oscars, mais l'Académie des Oscars n'a pas retenu Titane dans sa première shortlist, on va dire, pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Donc voilà, donc on sait déjà que Titan n'aura pas l'Oscar, puisque pour sûr, le film ne sera pas nommé, dommage. Mais on a déjà, mais dans la shortlist, on peut retrouver des films dont j'ai parlé. On a Julien 12 chapitres de Joachim Trier. On a Drive My Car de réalisateur japonais, je sais plus son nom, je suis désolé. Je parle des films que je connais de nom, on va dire. Parce que la grande majorité, j'avoue que j'en ai pas vraiment entendu parler. S'il y a un héros de Asghar Farhadi, ça j'en ai entendu parler pour l'Iran. Si, La main de Dieu de... Ça c'est Paolo Sorrentino, c'est le dernier film de Sorrentino pour l'Italie. C'est tout à fait ça, qui est sorti sur Netflix très récemment. Bon voilà, bon. J'ai pas de prédiction à faire déjà là, sur 15 films c'est compliqué, j'en sais rien. Mais je verrais bien une nomination pour Julien 12 chapitres. Étant donné le succès, enfin après je sais pas s'il a marché aux États-Unis, cela dit, mais bon bref, bon, arrêtons de spéculer, on verra bien avec les nominations aux Oscars, on en reparlera évidemment. Mais donc voilà, donc Titan n'aura pas de nomination pour l'Oscar du meilleur film étranger. Dommage. Et dernière actu, je voulais revenir très rapidement sur le décès le 25 décembre dernier de Jean-Marc Vallée, à seulement 58 ans. Donc Jean-Marc Vallée, pardon, qui est un réalisateur québécois, notamment connu, je pense, pour son film Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey. Alors, il faut savoir que je n'ai vu, hélas, aucun film de Jean-Marc Vallée à l'heure actuelle, mais je sais, grâce à l'excellente émission de Arte Blow Up, que Jean-Marc Vallée est apparemment fan de Pink Floyd, fan de Pink Floyd, puisque je crois savoir que dans son film Crazy, il y a l'utilisation de Shine On You Crazy Diamond, et que dans son film Café de Flore, il y a la chanson Breathe, issue de The Dark Side of the Moon, qui revient plusieurs fois. Donc rien que pour ça, ça me donne très envie de voir ces films. Il a aussi, créé les séries récemment Big Little Lies et Sharp Objects, qui me semble ont été pas mal publicités. Donc voilà, apparemment, c'est le mec était assez respecté. Enfin, j'ai vu beaucoup d'hommages. Il avait un nom, voilà. Moi, je connaissais juste de nom. Je reconnais, je connaissais pas plus que ça. Il faut que je vois ces films. Il faut que je vois certains de ces films. Il y en a certains qui m'intriguent beaucoup et voilà. Visiblement, c'était un fan de Pink Floyd et moi, ça me touche beaucoup. RIP et merci pour ces films. Je suppose. J'imagine qu'ils sont bien. On verra ça. Évidemment, si je les vois, on en parlera. Enfin, j'en parlerai, dans les jeux de ciné prochains, évidemment. Voilà pour les actus. On passe aux sorties de 2021 en salle. Et on commence avec l'événement réalisé par Audrey Diwan, il me semble qu'on prononce comme ça, qui est le deuxième film de cette réalisatrice française, après son premier film qui était Mais vous êtes fous, me semble-t-il, donc qui est avec Pio Marmaille et Céline Salette. Je confirme ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait ça, film que je n'ai pas vu, mais qui avait déjà été plus ou moins publicité. Je vois qu'elle a co-scénarisé Bac Nord, pourquoi pas. Ah oui, non, apparemment c'est une collaboratrice assez proche de Sonic Jimenez. Apparemment, elle a co-scénarisé tous ses films. Enfin, en tout cas, une partie de sa filmographie. Ok, je savais pas. Mais attends, mais... Est-ce qu'ils seraient en couple? Je suis en train de vérifier en même temps. C'est possible, hein, qui sait, attends. Je regarde. Ouais, elle a scénarisé pas mal de films de Sonic Jimenez. Ah non, c'est ça. Non, ils sont en couple. Ils sont en couple depuis apparemment longtemps parce qu'ils ont une fille qui a 20 ans, nous dit Wikipédia. Ok, donc voilà, donc ils sont mariés. Enfin bon voilà, donc c'est la femme de Sonic Jimenez. Bon, je l'apprends, je l'apprends à l'instant. C'est quand même incroyable. Le monde est petit finalement. Je sais plus ce que je raconte. Bref, en tout cas, l'événement de Audrey Diwan, donc qui raconte l'histoire d'une jeune femme une étudiante qui tombe enceinte en 1963, à une époque où l'avortement était interdit. Et donc le film est son combat pour tenter d'avorter, puisqu'elle ne peut pas se permettre dans sa vie actuellement d'avoir un enfant. Donc c'est le postulat de base. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment très bon. C'est un film intense et étouffant qui est porté par un excellent casting et une mise en scène très réussie. C'est un film assez essentiel de par son sujet. On pourrait presque aussi un petit peu parfois le rapprocher à l'actualité, malheureusement, hélas, parce qu'il y a encore des gens trop de gens qui s'opposent à l'avortement et tout ça. Enfin bon bref, c'est pas qu'en France, hein, mais bon. Enfin bref, c'est terrible. C'est un film qui te montre bien que que déjà à l'époque c'était déjà une saloperie d'interdire ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un film qui fait pas de cadeau. Il y a vraiment des scènes qui sont pas faciles et malgré quelques maladresses, franchement c'est vraiment très réussi. Il y a une musique des Galperines, une fois encore, qui est très réussie.
Et notamment, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un morceau qui revient pas mal dans le film, qui avait été déjà utilisé pour le film Faute d'amour comment il s'appelle le réalisateur russe, je sais même plus. Bon, bref, musique qui avait été également faite par les Galperine. Et donc voilà, donc il y a un thème qui est réutilisé dans ce événement et qui fonctionne très très bien, je trouve, qui correspond parfaitement à l'ambiance du film. Donc voilà, très clairement pour moi un des films de l'année, je vous le recommande à fond. Je pense qu'il est là plus en salle à l'heure actuelle, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de le mater un peu plus tard, quand il sera disponible sur un autre support, je vous le recommande beaucoup et je pense, je suis même quasi sûr qu'il ira au César. C'est pour moi une évidence et le film le mériterait amplement. Voilà. Prochaine sortie de 2021 en salle et dernière sortie de 2021 en salle, c'est Madres Paralelas de Pedro Almodovar avec Salor Penélope Cruz. Il faut savoir que c'est mon premier Almodovar. Je sais, je n'avais vu aucun film d'Almodovar avant ça. Honnêtement, je sais pas si c'était le meilleur film pour commencer la filmographie d'Almodovar. Mais en tout cas, bon voilà, ça a été le cas. Ça a été le cas, écoutez, bon bah voilà, je me suis dit, bah tiens, ça va me permettre de découvrir le cinéma d'Almodovar dans une salle. Pourquoi pas. Donc Madres Paralelas, qui raconte l'histoire de, comme le dit le titre, de deux mères qui vont être liées, puisqu'elles accouchent en même temps, plus ou moins, et avec des rebondissements, en fait, elles vont être beaucoup plus liées qu'on pourrait le penser à la base. Alors c'est un film un peu particulier, je trouve, ce Madres Paralelas. Alors, il paraît que Pedro Almodovar, déjà, de base, est un cinéaste un peu... qui a son style. Et je pense que dans ce film, il est très présent, et je reconnais que j'ai pas été totalement séduit. Et au-delà de ça, je trouve que le film a beaucoup de défauts. Notamment le fait qu'il soit parfois assez laborieux, et qu'il est surtout un peu long. Il dure 2 heures, entre guillemets seulement. Mais je pense ça aurait largement pu durer moins. Parce qu'en fait, je dirais que justement, l'histoire de ces deux mères a du mal un peu à passer sur la durée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques rebondissements, il y a quelques... C'est presque un thriller à certains moments, mais le problème, c'est qu'en fait, on comprend en fait assez vite où ça veut en venir. Et le problème, c'est que le film met beaucoup de temps à résoudre la situation. Moi, perso, j'ai pas été embarqué à fond. Il y a vraiment un truc qui m'a manqué. Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup décontenancé, c'est la technique du film, c'est la façon de réaliser, la qualité de l'image. Enfin, c'est un film où il y a vraiment des plans très douteux en termes de goût. C'est-à-dire que véritablement, parfois, on a des gros plans, sur les actrices notamment, avec le fond où ça se voit que c'est un fond vert. Enfin, en fait, t'as des décors qui font fake à en crever, et j'arrive pas à savoir si c'est intentionnel ou pas. Si ce n'est pas intentionnel, c'est vraiment dégueulasse. Si c'est intentionnel, je vois pas vraiment ce que ça raconte. Donc techniquement, j'ai trouvé ça très déconcertant. Il y a vraiment des fautes de goût énormes. Et vraiment, j'étais en mode, mais c'est réel là ce qui se passe là. Vraiment, j'étais en mode, mais c'est pas... Oh là, mais c'est horrible. Pourquoi il fait ça en fait? Il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Je sais pas. Vraiment pas. Vraiment, voilà, c'est vraiment des gros plans où le fond de l'image, enfin vraiment l'arrière-plan, tu vois que c'est fake. Tu vois que c'est faux. Alors que deux plans avant, bah t'as le décor, machin normal, c'est tout bon. Après d'un seul coup, t'as des gros plans. Donc, c'est obligé. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis crédule, mais c'est forcément. Pour moi, j'imagine qu'il y a justification. Je la comprends pas, mais j'imagine qu'il y a justification. C'est peut-être trop intellectuel pour moi, je n'en sais rien. Bref. Et en fait, ce qui est aussi assez rigolo avec ce film, c'est qu'en fait, il y a en gros un peu deux histoires. Donc, tu as l'histoire de ces deux mères, donc qui va occuper facile 85% du long métrage. Et tu as aussi un autre truc qui aborde la guerre espagnole, et notamment les morts de cette guerre espagnole. Et il y a tout un segment du film, bon, qui fait que 15%, hein, mais tout de même qui est présent, qui justement est sur le deuil. Ça commence avec ça et ça finit avec ça. Et en fait, donc quand ça revient à la fin, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe en mode ah oui, c'est vrai qu'au début j'avais dit ça, donc maintenant il faut conclure ça. Donc déjà, ça s'emboîte un peu mal avec le reste, je trouve. Et surtout, ce qui est un peu terrible, c'est que je trouve plus intéressant que tous les 85% qu'on avait avec les deux mères. Donc du coup, je suis un peu en mode bah pourquoi t'as pas raconté plus de ça plutôt que l'autre histoire ou qui a du mal à durer, qui a du mal à passionner sur la durée. Donc j'avoue qu'encore une fois, c'est un choix que je comprends pas beaucoup
Parce que vraiment, sur ces 15%, j'ai été beaucoup plus impliqué dans l'histoire, j'ai trouvé ça plus touchant, et surtout mieux réalisé, et surtout je trouvais que techniquement, déjà, c'était bien plus intéressant. Genre vraiment, à la fin du film, ça se réveille, il y a déjà quelques plans plus travaillés, où vraiment il y a des travaux de lumière, etc. Il y a des jeux de perspective et tout ça qui sont bien mieux faits, mais ça, c'est que les 20 dernières minutes, quoi. Et je suis en mode, mais pourquoi t'as pas fait plus ça, Pedro? Je comprends pas ce que tu veux faire, là. Donc voilà. Voilà, malgré tout, je dirais pas que j'ai pas aimé le film. J'ai apprécié le moment. C'est pas désagréable, mais je reconnais que j'ai été particulièrement décontenancé, donc je suis quand même assez mitigé, je dois le dire quand même. Donc voilà, ça m'a pas dégoûté de voir d'autres films d'Almodovar, pardon, il faudra vraiment que je le fasse un jour ou l'autre. Enfin voilà, en tout cas, je suis quasi sûr qu'il a fait mieux. Je l'espère. Enfin, en tout cas, j'espère que je réussirai à rentrer dans un de ses films, peut-être un peu mieux coté, on verra. Mais là, voilà, du coup, je pense pas que ce soit la meilleure chose de commencer sa filmographie par ce film-là, je pense pas que ce soit le meilleur bail. Peut-être que quand j'aurai vu d'autres films d'Almodovar, peut-être que je le reverrai celui-ci, peut-être que je l'apprécierai un peu plus, je n'en sais rien. Mais là, à l'heure actuelle, meh. Voilà, j'aime bien ce meh. Pour ce m'adresse donc par les lasses de Pedro Almodovar. Voilà pour les sorties salles de 2021. On reste sur 2021, mais cette fois-ci pour des rattrapages des films que j'ai vus à la maison. Et on commence avec Démonique, réalisé par Neil Blomkamp. Alors Neil Blomkamp, qui a réalisé notamment, c'était son premier film, District 9, qui est un de mes films préférés, pour vous situer un petit peu. Après, il avait réalisé le sympathique Elysium, le plutôt réussi Chappie, et donc il nous revient enfin avec un nouveau film d'horreur en plus, donc Démonique. J'avais très envie de le voir, parce que Neil Blomkamp, parce que voilà, j'étais curieux de savoir ce qu'il allait faire après. Et j'avais, encore une fois, voilà, District 9 m'a énormément marqué, donc voilà, c'est un réalisateur que j'ai envie de suivre. Le fait est que Démonique est sorti directement en vidéo, et le film a été très mal reçu, et il s'avère que le film n'est pas bon. Ça m'emmerde terriblement, mais le film n'est pas bon, mais pas bon du tout. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que c'est un film qui n'est pas mauvais, c'est que c'est pire que ça, c'est que c'est un film qui est insignifiant. C'est un film où on n'a rien à péter de ce qui se passe. C'est horrible en fait, parce que déjà le film n'est pas du tout original, il y a juste un concept vite fait développé, mais il est malheureusement très sous-exploité. En termes d'horreur, à aucun moment j'ai sursauté, ou alors vraiment c'est que des espèces de trucs un peu putassiers qui n'apportent rien. Les personnages sont intéressants, l'histoire n'a pas de sens du tout, enfin quand il réfléchit 2 secondes, c'est ultra mal écrit. Il n'y a aucune mise en scène particulière. Il y a 2-3 idées, vite fait, mais waouh, je me suis emmerdé. Vraiment, je regardais le truc et j'étais en mode non, c'est pas possible, merde quoi. Et je me suis dit, ça va se réveiller à un moment donné. Non, du début à la fin, c'est inintéressant au possible. Voilà, donc je vais pas plus développer, je suis très déçu. Je sais pas s'il fera d'autres films, Blomkamp après ça, mais là clairement non. Non. Si vous ne l'avez toujours pas vu, District 9 c'est très bien, j'espère. Cela dit, je sais pas si c'est lui qui va le réaliser, mais normalement il y a un District 10 qui arrive. Si c'est lui qui le réalise, j'espère vraiment qu'il va se ressaisir et nous faire un bon film, parce que bordel, s'il fait District 10 s'il nous fait un District 10 qui est dans la même trempe, non merci, hein, d'accord? Donc bon, voilà. Raté pour cette fois, terrible. Le prochain film, c'est Comment je suis devenu super-héros, réalisé par Douglas Attal. Alors c'est un film, je crois que j'en parle depuis longtemps sur la chaîne, il me semble que déjà dès le bilan cinéma de 2019, j'en parlais de ce film, parce que à la base je crois qu'il devait sortir en 2020, après donc vous savez ce qui s'est passé. Après donc il devait sortir en 2021, donc j'en ai parlé dans mon bilan cinéma 2020, en mode ouais voilà, et donc le film arrive en 2021, trop cool. Le film a été racheté par Netflix, donc il n'a pas connu de sortie salle. Il est sorti directement sur Netflix le 9 juillet 2021. J'étais tellement dégoûté que j'avais refusé de le voir jusqu'ici. Et puis finalement, pour les rattrapages de fin d'année, je me suis dit, tiens, allez, merde, quand même, je vais le voir. Même si ça me fait chier qu'il soit sur Netflix. Tant pis, allez, je le regarde.
Donc, comment je suis un super-héros qui se présentait ni plus ni moins comme le premier film de super-héros français qui avait un minimum d'ambition, avec un casting plutôt prestigieux, Pio Marmaille, Léla Becti, Vima Lapence ou encore Bona Poulvorde, ou même Swan Arlo aussi, donc quand même, pour un résultat honnête, plutôt sympathique. Voilà, ce n'est pas si mal. Parce que le film, encore une fois, a été plutôt tièdement reçu. Bon, pas autant que Démonique, mais bon, le film n'a pas non plus reçu de louanges spécialement. On va dire que le casting fait le taf. Les personnages sont plutôt attachants. Les scènes d'action sont plutôt efficaces. Dommage qu'il n'y en a que 3 ou 4. Et il y a quelques bonnes idées. Voilà. Après, c'est pas spécialement très bien écrit. La mise en scène n'est pas flamboyante. Elle est même, je dirais même un peu trop sage. Et surtout, il y a un problème de montage. Pour moi, sur le film, vraiment le montage est un peu mal branlé. Notamment sur les scènes de dialogue toutes simples. Il y a une espèce de chant contre chant bizarrement fait. Voilà, c'est compliqué. Encore une fois, un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Donc voilà, c'est pas mauvais. C'est juste un peu anecdotique. Mais en vrai, c'est plutôt divertissant. Donc honnêtement, voilà, après, bon, voilà, le film a la mérite d'être court. Bon, c'est aussi un défaut finalement, mais parce qu'il aurait pu développer plus de trucs. Mais voilà. Honnêtement, au moins le film ne fait pas de cheap, il a une véritable identité française et assume complètement d'être un film de super-héros, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, après, bon, peut mieux faire. Mais encourageant, pourquoi pas pour d'autres films dans cette même ambition par la suite, ça sera très cool. Donc voilà, à voir sur Netflix. Le prochain film, The Nightingale, réalisé par Jennifer Kent, film australien que j'avais envie de voir depuis très longtemps. Parce qu'en fait, ce film, je crois, on en parle depuis 2-3 ans, parce qu'il me semble qu'il est sorti à l'étranger en 2019, et il arrive seulement en 2021 ici en France, sur un circuit légal en 2021 en France. Et Jennifer Kent, c'est son deuxième film, ce The Nightingale, puisqu'elle avait réalisé en 2014, si je dis pas de bêtises, Mr. Babadook, qui était un film d'horreur que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'étais très curieux de voir ce que la réalisatrice allait nous proposer par la suite, avec donc un film un peu différent, puisqu'il s'agit ni plus ni moins qu'un Rape and Revenge qui se passe au 19e siècle, c'est ça? Exactement, en 1825, au cœur de la colonisation australienne. Et en gros, donc voilà, donc c'est une femme une jeune femme qui va perdre sa famille. Enfin, quand je dis qu'elle la perd, sa famille se fait massacrer plutôt. Et donc elle va se manger de ceux qui lui ont fait subir ça. C'est un film que j'ai vraiment trouvé très bon. C'est un sacré uppercut. C'est vrai que vraiment c'est un film qui va vraiment pas mâcher, notamment sur sa première demi-heure, c'est un film qui va vraiment pas mâcher ses coups. C'est brutal. C'est vraiment parfois très brutal et enragé, mais en même temps, le film arrive à développer un côté très humain et finalement aussi un peu apaisé, notamment la scène finale, je dirais, est quelque chose d'assez apaisé. Le casting est vraiment excellent. Il y a notamment la révélation, alors je pense que je vais mal le prononcer, mais Aisling Franzosi, qui joue donc le personnage principal. J'espère qu'on prononce comme ça, je suis désolé si c'est pas le cas. Qui est vraiment, elle est vraiment incroyable. Vraiment, on est avec elle du début à la fin. Elle arrive vraiment à incarner quelque chose d'assez puissant. Donc voilà, très bon casting, excellente mise en scène aussi. Enfin, en tout cas, mise en scène très aboutie. Ce que j'adore dans le film, c'est que c'est un film de genre, puisque le film va parfois un peu embrasser le film d'horreur. Donc forcément, par rapport à Jennifer Kent, donc du coup, ça lui rappelle un petit peu ses premiers amours donc sur le Mr. Babadook. Il y a 2-3 scènes qui vont développer un petit côté rêve horrifique que je trouve très réussi et très bien incrusté dans le récit. Donc voilà. Le seul petit bémol que j'aurais, ce serait sur la dernière demi-heure qui je trouve patine un petit peu, c'est-à-dire que voilà, le film aurait peut-être mérité d'être un chouïa plus court, peut-être, parce qu'on est quand même sur un film de 2h15, mais mis à part cela, le film est vraiment très bon, je le trouve vraiment très réussi, j'ai vraiment été secoué, et le film prouve que c'est une cinéaste, Jennifer Kent, qui est à suivre de très près, voilà. Donc je vous invite à découvrir donc les 2 films de cette dame, et j'ai encore une fois donc très hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite, voilà. Le prochain film, The Power of the Dog, réalisé par Jane Campion. Le dernier donc Jane Campion, sorti tout début décembre sur Netflix, une fois encore. Jane Campion en avait parlé il y a quelques semaines dans Jus de Ciné avec la leçon de piano. Donc voilà, donc là c'est donc le deuxième Jane Campion que je vois.
J'avais bien aimé la leçon de piano, même si j'avais quelques petits bémols, notamment sur le fond. Là, cette fois-ci, ça sera un peu plus l'inverse. J'ai préféré le fond à la forme, bien que la forme soit quand même plutôt très correcte. Et surtout, je trouve le film... Enfin, j'ai vraiment trouvé le film, encore une fois, très bon. Je dirais même que c'est une très bonne surprise, parce que bon, le film a été plutôt bien reçu, mais quand même, j'ai l'impression que on est loin d'avoir des avis dithyrambiques sur le film, et pourtant il le mériterait, parce que là où je trouve que le film est une très bonne surprise, c'est que il ne va jamais vraiment là où on l'attend. C'est-à-dire que c'est un film toutes les 20 minutes qui va changer un petit peu de dimension. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression d'avoir un peu un espèce de western très masculin, etc. Puis finalement, ça part sur une romance. Après, ça part sur autre chose, et machin, etc. Puis ça va continuer jusqu'à la fin du film. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le casting est certainement le gros point fort du film. On a notamment une partition, j'aurais presque envie de dire, de Benedict Cumberbatch qui est juste impérial dans le film. Il est juste extraordinaire. Et je ne serais absolument pas étonné qu'il soit nommé aux Oscars, parce qu'il est vraiment excellent. On a aussi Kirsten Dunst, pardon, j'ai du mal à le dire, qui joue aussi très très bien. Jesse Plemons aussi, qui n'a plus rien à prouver, qui est toujours excellent dans ses rôles. Et le jeune, alors encore une fois, j'espère bien dire son nom, Cody Smith McPhee, qui joue donc ce personnage complexe, qui est un peu le centre de l'attention du film. Je vous dirai pas pour quelle raison. Mais enfin voilà. J'ai vraiment trouvé le film très bon. Donc encore une fois, même si la mise en scène n'est clairement pas le point fort du film, déjà je trouve qu'il y a une très très bonne musique. Et alors c'est marrant parce que la musique m'a parfois fait penser un peu à un film d'horreur, et je pense que c'est pas anodin et ce n'est pas un hasard. Encore une fois, par rapport à ce qui est raconté, c'est en ça que je vous dis parfois aussi que le film est surprenant dans son déroulé. Enfin, en tout cas, voilà, je trouve que le film traite très bien ces thématiques, très actuelles, mais je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Je trouve les personnages très réussis, ils sont pas encore une fois, pas forcément manichéens, c'est ça aussi que j'aime bien. Le personnage Benedict Cumberbatch n'est pas un bon gars, mais il peut avoir ses moments un peu de tendresse. Et donc c'est vraiment pas un personnage tout blanc ou tout noir. C'est des personnages très gris, quasiment tous même, j'ai envie de dire. Donc ça c'est super intéressant. Et non, voilà, vraiment très bonne surprise. Vraiment très bonne surprise. Je dirais pas que c'est mon film de l'année, mais honnêtement, non, très bon film. Honnêtement, très bon film. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant et très réussi dans ce qu'il raconte. Et encore une fois, assez surprenant sur pas mal d'aspects. Donc voilà. Encore une fois, c'est une recommandation. Et en plus, il est sur Netflix, donc plutôt facile à trouver. Donc voilà, je vous le recommande. Donc The Power of the Dog. Dernière sortie de 2021 en rattrapage. Affamé, réalisé par Scott Cooper. Encore une fois, un film que j'avais très envie de voir depuis longtemps. Scott Cooper qui avait réalisé il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises, Hostile, qui est un western plus ou moins moderne avec notamment Christian Bale et Rosamund Pike. Film que j'avais bien aimé, film qui avait notamment la très belle musique de Max Richter. Et donc Affamé, qui est donc un film d'horreur, encore une fois, et donc Scott Cooper qui s'attelle au film d'horreur, j'étais très intrigué de voir ça. Hélas, c'est un petit peu une douche froide, un coup de clim même, j'aurais envie de dire, les vrais auront la référence. Alors, en vrai, j'ai apprécié le film. J'ai apprécié le film, mais le scénario, je l'ai trouvé vraiment très décevant. Parce que, alors, pour le coup, par contre, là, par rapport à The Power of the Dog, même si c'est pas vraiment comparable, mais enfin, en tout cas, là, la forme du film, je l'ai trouvé vraiment balèze. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment bien réalisé, techniquement, c'est vraiment très abouti. C'est un film, il y a de très très bons maquillages, il y a de très très bons FX, et je trouve qu'ils sont utilisés avec beaucoup de parcimonie. C'est un film qui n'hésite pas à utiliser le hors-champ, qui n'hésite pas à proposer le moins d'effets numériques possible, et ça se voit, et ça fait du bien, putain, de voir un film qui essaie d'être intelligent dans sa mise en scène par rapport à ça. Donc voilà, vraiment dans la forme, j'étais complètement séduit. Mais le problème du film, c'est que il y a un peu tous les poncifs du film d'horreur classique, notamment dans sa dernière demi-heure, je dirais, qui vraiment tombe peut-être la première dans des trucs qu'on a vu 1000 fois, et du coup c'est très chiant. Parce qu'il y a vraiment des fulgurances, il y a vraiment des scènes que je trouvais vraiment très réussies, mais malheureusement je trouve que dans l'ensemble du film, ça a vraiment du mal à être impacté. J'ai cru comprendre que le film avait été un peu remodelé au fur et à mesure des années, et que...
parce que je crois que c'est un film, encore une fois, qui doit sortir il y a longtemps, et du coup, bah, il a été racheté par Disney. Il me semble que c'est ça, hein. Oui, c'est ça, parce que voilà, là, c'est un film Disney. Celle-là, c'est vrai que je parle d'un film Disney. En tout cas, c'est un film qui est distribué par Disney. Et puis pareil, encore une fois, le film devait se sortir en 2020, bon bah voilà, on sait ce qui s'est passé. Bon, je retrouve pas ce que je voulais, mais il me semble que le film, il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs qui font que le film a été un peu remodelé, me semble-t-il. Et donc je crains que y ait un studio derrière certainement Disney d'ailleurs, hein, peut-être. Désolé encore, mais bon quand même. J'ai peur que Disney ait encore une fois mis ses sales pattes et je pense que le film aurait pu être meilleur à la base. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Déjà, le fait que le film dure seulement 1h40, il y a un truc qui va pas pour moi. Parce que je pense que le film a été bien plus long à la base. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ont été coupés. Je trouve que ça se ressent. Il y a vraiment des scènes qui auraient mérité d'être plus longues ou vraiment des moments qui auraient mérité d'être plus... Et vraiment, ça me frustre parce qu'il y a vraiment des bonnes choses dans le film, mais je ne peux pas le trouver bon parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas aussi. Et vraiment, ça me fait chier parce qu'il y a un tel potentiel, mais qui est vraiment mal exploité et ça m'emmerde terriblement. J'ai quand même envie de vous le recommander parce qu'il y a vraiment des bons... En fait, le film, à certains égards, m'a un peu rappelé Malignante de Just One, où pareil, c'est un film où je trouve qu'il y a vraiment plein de bons trucs, mais qui est handicapé par un scénario et vraiment parfois très raté, et qui du coup n'a pas réussi à m'embarquer, alors que dans la forme c'est vraiment très soigné, notamment ce affamé là par rapport à Malignante. Donc vraiment ça me frustre terriblement, c'est des films que j'ai vraiment envie d'aimer, mais je peux pas parce qu'il y a des trucs qui m'embêtent, beaucoup trop de trucs qui m'embêtent, et ça me fait chier. Donc voilà, Affamé de Scott Cooper, sympathique, mais pas assez marquant, hélas, parce que bordel, j'étais vraiment confiant pour ce film, et hélas, il n'est pas aussi bon qu'il aurait dû l'être, et c'est dommage. Voilà pour la sortie de 2021 en rattrapage. On termine avec les films d'avant 2021. Et on commence avec... alors j'espère que je le prononce bien. Tarnation, je ne sais pas. Réalisé par Jonathan Cawet, qui est donc un documentaire. Donc le film était dans la sélection de la Cinétech de novembre 2021. Sur la thématique portrait. Et ce film est littéralement un portrait, effectivement, parce que c'est un biopic documentaire, si on veut. Donc sur la vie du réalisateur Jonathan Cawet. En fait, en gros, c'est un espèce de... comment dire ? En fait, c'est... c'est un autoportrait, finalement. Parce que donc, ce Jonathan Cawet, en fait, dès l'âge de 11 ans, a commencé à se filmer dans sa vie de tous les jours. Et on comprend très vite qu'il a eu une enfance très particulière, un entourage très particulier. C'est ce qu'il va vraiment nous montrer au fur et à mesure du film. Et donc, c'est un film assez expérimental, parce que c'est un film qui va vraiment proposer des choses très psychédéliques dans son déroulé. On sent que c'est un artiste. Jonathan Cawet, on sent vraiment que c'est un mec à part, et ça se ressent terriblement dans son film, et j'ai trouvé ça assez fascinant, je dois dire. Alors déjà, juste pour préciser, j'ai oublié de le dire, le film est sorti en 2004 en France. Voilà. Vraiment, c'est une petite pépite. Vraiment, j'ai trouvé le film... Alors, je le recommanderais pas à tout le monde, cela dit, parce que c'est vraiment pas facile à regarder. Parce que voilà, déjà bon voilà, c'est la qualité de l'époque. Parce que voilà, 2004, mais les images du film datent des années 80, hein, quand il filmait donc avec sa caméra. Donc forcément, c'est une qualité forcément un peu dégueulasse. Mais surtout voilà, dans ses expérimentations, etc. Enfin, c'est un film qui parfois est assez pas abstrait, mais c'est un film expérimental. Je peux pas vous dire mieux. C'est des espèces de moments qui convoquent David Lynch ou ce genre de joyeuseté. Et donc c'est un film vraiment dévastateur, parce qu'encore une fois c'est vraiment pas un film facile à regarder, parce que c'est vraiment un film qui va vraiment montrer des personnes marginales, etc. Va vraiment y avoir des trucs pas cool, parce que encore une fois c'est quelqu'un de très torturé en fait. Voilà, c'est mon chercher, c'est quelqu'un de très torturé, et en même temps vu l'enfance qu'il a eue par rapport à ce qu'il raconte dans le documentaire, ça se comprend vraiment, et c'est même presque un miracle qu'ils soient encore en vie, encore aujourd'hui. Voilà, c'est un film qui n'a pas peur d'aller trop loin, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le truc pour ce que c'est. Si vous êtes sensible aux propos, je pense que vous pouvez vraiment aimer le film, même si encore une fois c'est pas facile à regarder, mais il y a vraiment quelque chose d'assez hypnotique et fascinant qui se dégage de tout ça. C'est un voyage. C'est un film qui est un voyage dont on ne ressort pas indemne,
Et c'est une véritable curiosité. Si vous avez l'occasion de le voir, si vous pensez être prêt, tentez l'expérience. C'est clairement le genre de film qu'on voit pas toujours dans sa vie. C'est clairement le genre d'expérience cinématographique qui peut construire une cinéphilie, je pense. Donc voilà, très bon film. Très dur, mais très bon film. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez. Prochain film, West Side Story, la version de 1961, mais sortie en 1962 en France. Donc réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise. Donc film avec notamment Natalie Wood. Donc qui est ni plus ni moins que l'adaptation de Roméo et Juliette en comédie musicale. Une adaptation moderne, pardon. Enfin moderne pour l'époque du film. De Roméo et Juliette, qui se passe à New York, où donc il y a deux gangs rivaux qui s'affrontent, entre guillemets, donc les Jets et les Sharks. Et en gros, quelqu'un proche des Jets va tomber amoureux d'une femme qui côtoie plutôt les Sharks. Voilà, donc Roméo et Juliette. Alors, c'est un classique du cinéma, donc qui a été remaké par Steven Spielberg en 2021. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça allait très prochainement. Et donc je voulais voir le film original avant de regarder le remake de Spielberg. Et alors, je dois dire que j'ai été dedans pendant les 3 premiers quarts. C'est-à-dire que très belle mise en scène, avec d'excellentes chorégraphies, des moments musicaux réussis, pas forcément tous, mais une grande partie des morceaux musicaux étaient vraiment réussis. J'ai accepté la romance entre Tony et Maria, même si elle est vraiment très proche du kitsch et de la mièvrerie. Mais ce film dure 2h30, ça va qu'il y a une dernière demi-heure. Et du coup, justement, pour respecter un petit peu la tragédie de Roméo et Juliette, qui du coup, la dernière partie du film vire au drame. Et à partir de ce moment-là, il y a un truc qui a bloqué. Je n'y ai plus cru. C'est vrai que vraiment, il y a eu une espèce de... En fait, il se passe un événement grave dans le film. Et je trouve que tout ce qui se passe après, quasiment, il y a un truc qui n'a pas pris. J'ai perdu le fil complètement. Il y a des trucs... Je n'y croyais plus. Pour moi, les personnages me sont devenus tous détestables. Alors, c'était peut-être voulu, mais du coup, j'étais plus dedans. Les chansons, vers la fin du film, je sais pas, je trouvais qu'elles n'avaient plus de sens. Et vraiment, en termes de crédibilité, je trouvais que c'était complètement flingué. Alors, il y a la scène finale qui est malgré tout réussie, mais vraiment, il y a vraiment une demi-heure de flottement sur la fin du film que j'ai vraiment... Hélas, j'ai perdu le truc. Et ça me fait chier parce qu'encore une fois, j'ai vraiment aimé les 3 premiers quarts, mais là, vraiment, la fin du film m'a vraiment déçu. Donc, bon film, mais immensément perfectible. Décevant sur sa dernière demi-heure pour moi. Et surtout aussi, je l'ai pas dit, mais casting assez inégal aussi. Il faut le dire. Et pour le coup, c'est un peu le syndrome... alors, c'est absolument pas comparable, hein, mais malgré tout... J'ai l'impression que le film fait un peu syndrome Twilight, où en fait c'est les personnages secondaires qui sont plus intéressants que les personnages principaux. Et pour le coup, j'aurais aimé plus voir les personnages secondaires que principaux. Pour ça que c'est peut-être mon avis, mais bon, bref. Donc voilà. Bon film. Effectivement, à bien des égards assez essentiel. Et pour pas mal de trucs, toujours d'actualité. Ce qui est quand même pas rien. Mais ouais. Malheureusement... pas mal de bémols. Voilà, donc pour moi, juste un bon film. Mais par contre, ouais, voilà, après je vous le recommande quand même, surtout si vous aimez les comédies musicales, parce que c'est effectivement un essentiel de la comédie musicale. Pour sa culture cinématographique, oui, il faut le voir. Après, voilà. Peut-être que ça a un peu mal vieilli. Possible. Et enfin, dernier film, The Boy, réalisé par... alors, j'ai pas le nom sous les yeux, si c'est bon, William Brent Bell, qui est donc un film d'horreur, encore une fois. L'histoire, vite fait, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va être embauchée en tant que nounou, hein, très clairement, dans une maison perdue en pleine campagne. Et en fait, elle va devoir s'occuper d'un petit garçon qui a une particularité. Et j'adore dire ça, et en fait, je pense que je vais m'arrêter là parce que si je vous dis ce que c'est, je vous nique un peu la surprise. Et je vous nique peut-être le meilleur point du film, à savoir peut-être son premier quart d'heure, qui est assez improbable, mais qui je trouve fonctionne. En fait, le concept de base, que je vais pas surexpliquer ici, je le trouve assez rigolo.
Hélas, le problème c'est que le film après, encore une fois, s'embarque dans les purs clichés du cinéma d'horreur basique, et c'est dommage. Mais, au moins pour le premier quart d'heure, ça vaut le coup. Parce que franchement, le concept est rigolo. Le concept est vraiment rigolo, je l'ai trouvé vraiment rigolo. Et vraiment, j'y ai cru. Vraiment, franchement, au début, j'y ai cru. Finalement, hélas, est vraiment très, je dirais même vraiment moyen, le film est moyen. Notamment, déjà dans la forme, il n'y a absolument rien d'intéressant. Les jumpscares sont très forcés. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très forcés. Les personnages sont pas spécialement très développés, et donc on s'attache pas vraiment à eux. Ça n'empêche pas qu'il y a 2-3 idées, qu'il y a un twist plutôt malin, malheureusement très mal exploité encore une fois, parce que le climax pour moi est pas très excitant, donc ça se regarde, mais bon. Encore une fois, c'est surtout pour le concept de base, qui est vraiment rigolo, mais qu'encore une fois, je trouve est mal exploité. Donc voilà, à la limite, regardez juste le premier quart d'heure, et puis après, faites autre chose. Non, je suis méchant, mais c'est dommage, putain, il y avait tellement moyen de faire mieux, encore une fois, et au final, le film est juste moyen, quoi. Parce que voilà, les acteurs, pareil, ils sont pas spécialement incroyables, bon. Voilà. J'ai maté ça un peu par dépit. C'était moyen. Pas nul, mais moyen. Voilà. Donc bon. Limite, je vous recommanderais encore plus Affamé, parce qu'au moins dans Affamé, il y a une vraie mise en scène et un vrai travail sur la forme. Voilà pour ces films d'avant 2021, et voilà pour ce jeu de ciné. J'ai l'impression qu'il a été plus long que d'habitude. Généralement quand je suis tout seul c'est plutôt court, mais là c'est vrai que j'avais beaucoup de films, en même temps il y avait tout le mois de décembre à traiter. Donc voilà, c'était donc le dernier jeu de ciné de 2021, on se retrouve, bon même si là on est déjà en 2022, alors on sort de la vidéo, mais bon, malgré tout on se retrouve en 2022, pour plus de cinéma évidemment. La prochaine vidéo sera le bilan cinéma 2021, j'annonce. Et comme toujours, j'ai très hâte de la faire et de vous la présenter. On va parler de plein de choses, on va revenir un peu sur l'année de cinéma 2021. Il y aura encore une fois évidemment un top 10, il y aura les attentes de 2022 et plein de joyeuseté. Ça va être trop bien, donc rendez-vous dans, ouais, je dirais 1 ou 2 semaines pour le bilan cinéma. Et puis voilà, puis évidemment les jeux de ciné vous continueront tout au long de 2022, des numéros avec Marie, donc des vice versa, et puis donc tous les films que j'aurais vus sur l'année 2022. J'en reparlerai peut-être avant dans le bilan cinéma, mais je vais essayer en 2022. J'ai pas mal de résolutions niveau ciné. Déjà, j'aimerais vraiment, et je pense que vraiment je vais en faire une quasi-priorité, je vais faire une rétrospective Miyazaki. C'est-à-dire que vraiment, je vais prendre la filmographie de Miyazaki et je vais tout mater de A à Z, les longs métrages, je précise quand même, dans l'ordre de sortie des films. Comme ça, voilà, je pourrais dire j'ai vu les Miyazaki. Comme ça, voilà, ça sera fait. Évidemment, aussi, il y a aussi toujours le badge de sens critique du box-office 2012 là qu'il faut que je continue. Et évidemment, je vais vraiment essayer d'en faire une priorité aussi. Et puis voilà, puis aussi des films que faut que je vois depuis des années, que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Les Parrains, par exemple. Ce genre de trucs, la trilogie Il était une fois de Sergio Leone, des trucs comme ça, les grands chefs-d'œuvre du cinéma aussi qui me manquent toujours, peut-être aussi quelques films de Spielberg aussi, les grands classiques que tout le monde a vu sauf moi. Bref, beaucoup de résolutions, je sais pas si j'atteindrai toutes, mais voilà, la priorité absolue restera la rétrospective Miyazaki. Je m'y engage, en 2022 j'aurai vu tous les films de Miyazaki, c'est dit, ça sera fait. Merde. Voilà, comme ça, si jamais je l'ai pas fait, vous pourrez m'engueuler avec ces extraits. Voilà, j'espère que donc ce jeu de ciné vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2022, que tout vous réussisse et qu'elle soit remplie de cinéma. Si vous aimez le cinéma bien sûr, mais en même temps si vous êtes là, je pense que vous aimez le cinéma. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, salut!